Salut, c'est Max et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais te présenter une action qui pourrait te faire gagner pas mal d'argent. Et là, je suis sûr que tu es en train de te dire « Yes, il va nous apporter la solution miracle pour devenir millionnaire ». Alors, calme-toi quand même. Oui, cette société a un énorme potentiel et il se pourrait qu'au cours des prochaines années, la valeur de son action augmente significativement. Cependant, attention, il y a actuellement quelques incertitudes au niveau de cette entreprise, plusieurs inconvénients et donc il est très important que tu les comprennes avant d'investir dessus. Et donc cette société, il s'agit en fait de Sleep Number. Donc c'est une entreprise qui vend des fournitures de literie. Donc que ce soit des sommiers, des matelas, des oreillers ou des couettes par exemple. Donc on va l'analyser ensemble. Alors, donc comme on peut le voir ici, Sleep Number, ça reste une entreprise relativement petite, avec une capitalisation boursière de 228 millions de dollars. Donc là, on est très loin des grosses entreprises à plus de 1000 milliards de dollars. Maintenant, ce que je veux que vous regardiez, c'est ici, son graphique boursier. Regardez, l'entreprise a atteint un plus haut historique, donc l'action est montée jusqu'à 151 dollars en mars 2021, et cette année, à son plus bas, elle a atteint 8,13 dollars. Donc on va calculer ensemble rapidement à quoi ça correspond comme chute. Donc on va faire ici 1 moins, hop, nos 8,13 dollars divisé par les 151,44 fois 100, on est ici à quasiment 95%. Donc si tu avais acheté Sleep Number ici là en 2021, autant te dire que tu serais plutôt déçu actuellement. Donc maintenant on va regarder les fondamentaux de l'entreprise pour comprendre ce qui s'est passé. Comment ça se fait qu'une entreprise a perdu 96% de sa capitalisation? Il y a forcément quelque chose qui a merdé. Soit en gros, l'entreprise était tout simplement surévaluée en 2021, soit autrement, il y a eu des problèmes dans la croissance, que ce soit de son chiffre d'affaires ou de son résultat net, free cash flow. Mais donc, on va essayer de comprendre tout ça ensemble. Donc déjà, on va regarder au niveau de son chiffre d'affaires. Alors, au cours des 5 dernières années, il est passé, lui, de 1,7 milliard à 1,890 milliard. Donc pas une forte augmentation, mais une petite augmentation quand même. Après, Sleep Number, c'est une entreprise qui évolue dans un domaine cyclique, donc le mieux, c'est pas de regarder cet indicateur sur 5 années, mais sur 10 années. Et si on regarde sur 10 années, il serait là même encore mieux, il serait passé de 1,160 milliard à 1,890 milliard. Parfait. Maintenant, au niveau du résultat net. Le résultat net, lui, il est passé de 68 millions à cette année, une perte de 15 millions. Donc là, aïe, là, c'est pas ce qu'on aime voir. Et là, il est très important de comprendre comment ça se fait que l'entreprise a réussi à augmenter son chiffre d'affaires, tandis que son résultat net a diminué. Là, ça veut tout simplement dire que ici, il y a eu des dépenses ici là qui se sont rajoutées. Et donc pour ça, il va être très important de fouiller les rapports financiers et de comprendre d'où viennent ces dépenses. Après, comme on le voit ici, regardez, ici, cost of goods sold. Ça, en gros, c'est tout ce qui est lié en fait à la fabrication du produit. Donc que ce soit la matière première, mais aussi tous les salaires des gens qui ont œuvré pour créer, que ce soit les lits, les oreillers, matelas, etc. Comme on le voit, ces coûts ont augmenté d'année en année. Bon, après, c'est normal. Plus l'entreprise vend de produits, plus forcément elle va avoir de matières premières ou d'employés pour les confectionner. Donc c'est normal que ça augmente. On voit quand même que l'inflation qui a commencé là, on va dire courant année 2020-21, a fortement impacté quand même l'entreprise. Mais ce qui est intéressant, parce qu'on est quand même passé ici de un peu moins de 700 millions à un peu plus de 900 millions. Donc ça fait une belle augmentation, plus de 200 millions de différence. C'est quand même énorme. Mais ce qui est bien, c'est regarder, l'entreprise là est plus efficiente au niveau des coûts de sa matière première. Alors certes, elle a vendu ici moins de produits, mais le delta entre les deux est supérieur ici. Donc ça, c'est bien. L'entreprise commence à raisonner ses coûts. Maintenant, regardez. Quand on voit ici, donc là, grosse profit, ça correspond au résultat brut. Bon, il est relativement intéressant. Ça correspond, donc on va le calculer, ensemble, la marge brute là. On va faire, par exemple, en 2023, donc ça va être 1,09 divisé par ici nos 1,89 fois 100. On a ici une marge brute de 57-58%. Ok, c'est pas trop mal. Et si on regarde à une autre période, par exemple, je sais pas, son plus fast là en 2021, on était ici à 1,32
divisé par 2,18. Fois 100, voilà, on était ici à 67%, 60%. Donc l'entreprise tourne à plus de 55% de marge brute, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, regardez bien ici, son SG&A expense, donc ça en gros, c'est tous les frais qui sont liés à autre chose qu'à la confection du produit. Donc c'est par exemple les frais liés à la publicité, au marketing, tout ce qui est location de bâtiments, etc. Et bien là, quand je vois des frais aussi importants, je sais d'emblée que l'entreprise a des marges nettes très faibles. Et ce qui veut dire que quand tu as des marges nettes très faibles, au moindre pépin, eh ben, c'est très facile que ces marges deviennent négatives. Et donc tu commences à perdre de l'argent. Donc on va les calculer ensemble juste pour l'année 2023. Donc en gros, pour calculer déjà à quoi ça correspond, on va faire ici 1,1090 moins 994. Ça correspond ici à 96 millions. Ces 96 millions, je vais les diviser ici par mes 1,89, donc 1890, fois 100. Donc ici, on est à 5%. 5% et on n'est toujours pas au niveau de la marge nette. Parce que la marge nette, il y a encore toutes ces dépenses, y compris les taxes, à enlever. Donc autant dire que c'est compliqué. Maintenant, on va aller regarder au niveau du free cash flow, qui est une des métriques les plus importantes quand tu es un investisseur et qu'il est très important que tu regardes parce que le free cash flow, c'est vraiment le sang de l'entreprise. Et avec ça, l'entreprise va pouvoir réaliser 5 choses. Elle va pouvoir distribuer un dividende, elle va pouvoir rembourser sa dette, elle va pouvoir réinvestir en elle-même, elle va pouvoir racheter ses propres actions et elle va pouvoir réaliser des acquisitions. Et donc, ce qui est important, c'est que le dividende soit au minimum du minimum, stable dans le temps, et le mieux, c'est qu'il soit en croissance. Et donc, en 2014, il était de 67 millions, ok. Cette année, une baisse, une perte de moins 66 millions. Idem, quand on regarde ici, en 2022, encore une baisse de moins 33 millions. Donc, si on fait la somme entre 2023 et 2022, ça veut dire qu'en 2 années consécutives, l'entreprise n'a pas gagné un rond. Elle a même perdu 100 millions. Donc là, quand tu perds 100 millions, tu as besoin en fait de financer ton activité. Donc ça veut dire que l'entreprise a dû prendre sur ses actifs, donc principalement sur l'argent qu'elle avait sur ses comptes en banque. Et donc si on regarde au niveau du coût de son bilan comptable, on va regarder rapidement donc cash and short-term investment. Donc ça c'est tout ce qui est c'est des actifs liquides, donc principalement les comptes en banque et tous les investissements qu'elle peut revendre rapidement pour les transformer en argent. Et donc comme on peut le voir, regardez, il n'y en a quasiment pas depuis 2017. Et ça, c'est pas normal. Pour une entreprise aussi importante que Sleep Number, n'avoir que 2 millions sur ses comptes en banque, c'est tout simplement inadmissible. Donc ça veut dire que l'entreprise, quand elle a perdu ces 100 millions là, en 2022 et 2023, elle n'a pas eu d'autre choix que d'emprunter de l'argent pour financer ses activités. Donc je pense que la dette de l'entreprise ne doit pas être si excellente que cela. Et le truc que je ne comprends pas, c'est que quand on regarde quand même ici au niveau de son free cash flow, au cours des précédentes années, il était relativement quand même important. Surtout en 2021 et 2020, quand c'était vraiment le boom, tout le monde achetait un peu à n'importe quoi parce que les taux étaient relativement faibles et donc n'importe qui pouvait emprunter de l'argent. Quand vous gagnez quasiment là 500 millions, où sont passés ces 500 millions? Peut-être que l'entreprise a versé un dividende, donc on va aller regarder ça ensemble rapidement. Hop, ce n'est pas le cas. Ok, donc l'entreprise n'a pas versé de dividende. Elle ne les a pas mis non plus sur ses comptes en banque, vu qu'il n'y a toujours rien. Au niveau de ses actifs courants, ils n'ont pas énormément augmenté. Par contre, au niveau de sa dette, hop là, et ben voilà, regardez ici. La dette de l'entreprise donc, montait d'année en année, là, plus ou moins. Et surtout, à partir de 2017, l'entreprise a commencé à s'endetter
Donc il y a eu un gros bond de 2017 à 2018. Idem entre 2018 et 2019. Un petit bond entre 2009 et 2020. Par contre, voilà, le gros bond est arrivé entre 2020 et 2021. Et là, c'est très problématique pour l'entreprise. Pour 2 raisons. Du simple fait que, actuellement, en fait, le marché de la literie est un peu en berne. Pourquoi ? Le marché a connu des années très fastes, là. Pendant les 2-3 dernières années, 2-3 dernières années, je parle de 2021, 2020 et 2019 principalement. Et maintenant, l'économie est en période d'incertitude. Les gens sont moins friands à acheter ce type de biens. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas des biens de première nécessité. Donc du coup, les personnes préfèrent ne pas racheter par exemple de nouveaux lits. Ils se disent, on va différer ça parce qu'actuellement il y a trop d'incertitudes. Surtout, autant en France on a beaucoup de protection sociale, autant aux États-Unis c'est moins le cas. Et là on serait peut-être à l'aube d'une récession. Je pense qu'il y a pas mal d'Américains qui commencent peut-être à flipper en se disant à tout moment je perds mon job. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Au lieu de dépenser leur argent, ils l'économisent au maximum. Donc du coup, le marché là, de la literie est actuellement en déclin. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un rebond, tout le monde du moins, les analystes s'attendent à ce qu'il y ait un rebond de ce marché au cours de l'année 2025. Et en plus, avec des taux relativement importants tels qu'on a actuellement, il y a moins de gens qui peuvent se permettre d'emprunter pour acheter ce type de biens. Surtout que, j'ai oublié de le préciser, mais en fait, Sleep Number, c'est un concepteur de lits, on va dire, principalement, mais ils font des lits connectés. Donc ça veut dire que c'est du matériel très haut de gamme et qui coûte relativement cher. Donc autant dire, je crois qu'il faut plusieurs milliers de dollars pour pouvoir acquérir un de leurs lits. Donc forcément, c'est des achats qui vont être différés dans le temps. Et là, le problème qui peut se passer, c'est que quand les taux en fait sont très élevés, dites-vous bien que ça coûte énormément à l'entreprise en intérêt. C'est-à-dire que l'entreprise, là je ne sais pas combien elle a emprunté, mais ces taux sont très importants et donc elle doit rembourser son milliard de dettes avec des taux très hauts. Et qu'est-ce qui se passe ? Forcément, ça va impacter son free cash flow. Et si vous avez une situation où à la fois vous devez rembourser des dettes relativement importantes, donc beaucoup d'intérêts, et qu'en plus vous n'arrivez pas à faire un rond, votre free cash flow est négatif, dans ce cas-là, il se pourrait que vous fassiez du coup faillite. Donc là, je pense qu'actuellement, l'entreprise Sleep Number serre des fesses et ils espèrent que les taux vont chuter incessamment sous peu, vont commencer à baisser incessamment sous peu et que le marché de la literie va repartir à la hausse. Maintenant, au niveau rapidement des différents indicateurs, là comme on pouvait s'y attendre, des indicateurs de rentabilité pas ouf, même négatifs, mais forcément, vu que l'entreprise perd de l'argent. Et des marges, donc voilà, comme on l'avait calculé, des marges brutes aux alentours des 57%. Et là, cette année, voilà, une marge nette négative. Et au cours des 5 dernières années, qui oscillait un peu plus de 3%. Ok. Donc maintenant, on va regarder rapidement ce que pensent les analystes. Et dernière chose que je voulais regarder, c'est... voilà. Quand on voit ici, en fait, le nombre d'actions en circulation de l'entreprise, en fait, je pense que c'est principalement dans ça que l'entreprise a utilisé son free cash flow. Donc, au lieu d'en conserver un peu et de les mettre sur ses comptes en banque, l'entreprise a racheté énormément de ses actions pour faire augmenter le bénéfice par action artificiellement. Et on va regarder quand est-ce que les achats ont eu lieu, est-ce que c'est régulier ou non. Donc, il y avait un peu d'achats 2014-2015, ok. Gros rachat entre 2015 et 2016, ok. Ok, c'est un petit rachat 2016-2017. Gros rachat ici entre 2007 et 2018, pareil entre 2018 et 2019, un tout petit peu en 2019 et 2020, et ensuite ça a chuté mais pas forcément tant que ça. Donc ça veut dire que l'entreprise a racheté principalement ses actions entre 2015 ici et on va dire 2019. Je vais juste regarder la valeur de l'action à ces moments-là entre 2015 et 2019. Ça va. Elle n'était pas trop évaluée, ça va. Si on avait vu l'entreprise qui avait racheté ces actions-là durant le boom entre 2020 et 2021, ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique que cela. Mais au final, ça va. Donc maintenant, on va regarder rapidement ce que pensent les analystes de cette entreprise.
Donc ils s'attendent déjà, donc voilà, toujours un marché donc en berne en 2024 et ensuite un fort rebond du bénéfice par action à partir de 2025. Ok, pas trop mal. Et au niveau du chiffre d'affaires, donc voilà, il chuterait jusqu'en 2024 et ensuite on repart à la hausse. Donc pas des hausses relativement importantes, hein, on doit tourner aux alentours des 2 à 3% annualisés. Ok. Donc maintenant on va utiliser notre outil pour savoir à quel prix en fait on pourrait acheter cette entreprise. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, eh bien, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus, ça permet de nous soutenir. Donc maintenant, comme d'habitude, moi, je fais toujours 3 types d'estimations. Des estimations pessimistes, on va dire réalistes et un peu optimistes. Toujours sur 10 années parce que je trouve que c'est le meilleur compromis. Donc au niveau de la croissance du chiffre d'affaires. Bon, on a vu que c'est une entreprise qui évolue dans le domaine cyclique, donc nous, on va être très conservateur, on va mettre -2, 0 et 2. Au niveau des marges nettes, bon là des marges négatives, mais on va se fier plus aux marges au cours des 5 et 10 dernières années, donc qui est oscillé aux alentours des 4%. Donc moi je vais partir sur du 3, 4 et 5. Les marges sur free cash flow sont un peu plus importantes, plutôt aux alentours des 5%, donc pour ma part je mets du 4, 5, 6. Au niveau du PER et du PCF, ça c'est vraiment le PER et PCF qu'on pense que l'entreprise aura à l'issue des 10 ans. Bon, ce que je fais, moi, ce que j'aime bien, c'est je pars du PER moyen d'un indice comme le S&P 500 qui est de 15. Et moi, j'ajuste cette métrique en fonction de 2 indicateurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Bah là, pas du tout. Une croissance négative ou d'au maximum 2%, c'est que dalle. Maintenant, est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Comme on peut le voir, bon, au cours des 10 dernières années, 2,4%, donc c'est peanuts, mais c'était quand même beaucoup plus. C'est juste que l'entreprise, au cours des 5 dernières années, là, elle a vraiment un ROIC négatif, mais très bien négatif. Donc c'est pour ça que ça a autant chuté. Mais bon, je pense que le ROIC de l'entreprise tournait à peut-être aller 8 à 10%, donc ce n'est pas exceptionnel non plus. Donc là, autant vous dire que l'entreprise ne mérite pas du tout, mais pas du tout son premium. Donc pour ma part, moi je lui ai accordé un PER et PCF moyen de 8, 10, 12, 8, 10, 12. Et maintenant, au niveau du rendement, pour l'instant, on se met uniquement du 9%, comme pourrait le faire un indice. On analyse et ça nous donne, et ben voilà, ces chiffres. Donc actuellement, si tu crois à l'entreprise Sleep Number et que tu penses qu'elle ne fera pas faillite, qu'elle réussira à se relever au cours de la prochaine année, dans ce cas-là, regarde les rendements que tu pourrais réaliser en achetant l'entreprise à son prix actuel. Si tu penses que les estimations hautes se réaliseraient, tu pourrais réaliser un rendement de 55% tous les ans. Donc ce qui correspond ici quand même à 1,55. Si on fait au cours des 10 prochaines années, donc moins 1 on a 79, ça veut dire que tu augmenterais ton investissement de 79 fois, ce qui est énorme. Maintenant, on ne va pas se cacher, c'est une entreprise très risquée, et mettre que 9% de rendement, c'est niet. Vous êtes obligé là pour une entreprise comme ça de vous mettre une marge de sécurité relativement importante. Donc nous, si on se met par exemple minimum du 15, 20, 25 et qu'on analyse, ça nous donne toujours une entreprise qui est achetable actuellement et qu'en gros, si tu voulais réaliser au minimum 15%, tu pourrais acheter l'entreprise jusqu'à quasiment 20$. Donc quasiment encore un x2 par rapport à maintenant. Donc comme tu peux le voir, oui, quand on voit des rendements comme ça, c'est très intéressant. Franchement, il y a vraiment moyen de se faire énormément d'argent avec cette entreprise. Cependant, comme tu l'auras vu au cours de cette vidéo, il y a beaucoup d'incertitudes. Et là, c'est vraiment en fait un jeu de pièces où ça va être vraiment du soit pile, soit face. Soit l'entreprise arrive à tenir bon et ne fait pas faillite. Dans ce cas-là, tu pourrais avoir une belle surprise. Cependant, si l'entreprise n'arrive pas à sortir de cette spirale négative, dans ce cas-là, il y a de grandes chances qu'elle mette la clé sous la porte. Donc voilà, c'était Maxime. N'hésite pas toi à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que c'est une entreprise du coup qui t'intéresse quand tu vois en fait ces rendements que tu pourrais réaliser, ou au contraire tu dis hop, c'est trop risqué, moi je passe mon tour. Ce qui est très important, c'est que ces vidéos que je vous fais sont purement éducatives. Je suis là pour vous présenter une stratégie d'investissement et je suis en aucun cas en train de vous dire sur quoi investir. Donc il est très important que vous fassiez vos propres recherches. C'était Maxime. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!